Il y a 5000 ans, le centre du monde était ici même, sur ces terres en apparence désertiques. Ce pays de steppes et de montagnes, à la lumière brûlante, a vu naître la Mésopotamie, la plus ancienne civilisation de l'histoire. C'est dans cette contrée lointaine, entre le Tigre et l'Euphrate, que s'inventèrent les premiers royaumes dotés de palais aux sculptures monumentales. La Mésopotamie antique a toujours fasciné, portée par la renommée de Babylone qui rayonna pendant des siècles. Si le sud du territoire a largement été fouillé, le nord demeure encore aujourd'hui une zone archéologique mystérieuse. Les guerres successives du XXe siècle dans cette région du Moyen-Orient ont interrompu les campagnes de fouilles amorcées un siècle plus tôt au Kurdistan irakien. À présent, les scientifiques du monde entier saisissent l'opportunité tant attendue de reprendre les recherches archéologiques sur le terrain. Dans un effort commun, une quarantaine d'équipes internationales s'organisent, se coordonnent et se lancent à la conquête de cet immense territoire, déterminées à écrire une nouvelle page de l'histoire. Sauver ce patrimoine plurimillénaire est l'aventure archéologique du XXIe siècle. Situé au Moyen-Orient, le Kurdistan irakien est une région du monde qui partage ses frontières avec l'Iran, la Syrie et la Turquie. Devenu autonome en 2008, le jeune gouvernement kurde ouvre ses portes à la recherche scientifique. Il divise son territoire en zones de prospection qu'il attribue à des archéologues du monde entier. Si l'on superpose les cartes actuelles et celles de l'Antiquité, on comprend que le Kurdistan correspond au triangle assyrien qui a connu son apogée entre 934 et 610 avant Jésus-Christ. Ses cités emblématiques sont Nimroud, Khorsabad et Ninive. Face aux dangers qui pèsent sur le patrimoine kurde, la communauté scientifique doit répondre à une situation d'extrême urgence. La destruction du patrimoine culturel a joué un rôle dévastateur dans cette tragédie, anéantissant l'identité culturelle de communautés millénaires. Les équipes kurdes, italiennes, françaises, polonaises, tchèques, anglaises, américaines et autrichiennes partagent la même inquiétude et se préparent à repartir sur le terrain. La mission des archéologues prend aujourd'hui une nouvelle tournure. C'est l'opportunité pour notre discipline de contribuer de façon significative à proposer des solutions aux crises du monde contemporain et de mieux le comprendre. La région de Souleymanie, située à la frontière de l'Iran, s'étend sur une surface de 17 000 km². Elle relève de la responsabilité de l'archéologue française Jessica Giraud. Ce qui me touche en fait quand je vais dans ces zones-là, c'est la lumière. Il y a ce paysage qui est souvent très jaune et puis c'est une atmosphère, mais c'est tout. C'est la façon dont les gens viennent à toi, la façon dont ils te sourient. Et puis cette atmosphère qui est saturée de poussière. Ce qui est intéressant au Kurdistan, c'est que c'est une zone d'ombre. On ne connaît pas grand-chose, alors qu'en fait, il y a eu beaucoup de fouilles, de prospection, de recherches dans toutes les zones à côté. Donc on connaît beaucoup de choses sur la Syrie, notamment Syrie du Nord, beaucoup sur la Jordanie, un petit peu sur l'Arabie, beaucoup sur l'Iran et sur le Caucase, et sur l'Irak du Sud, évidemment. Et en fait, au Kurdistan, dans la région kurde, on n'a rien. Pourtant, ce qu'on nous enseigne dans les différentes universités, c'est que tout vient de là. L'apparition de l'agriculture, la domestication, les premiers villages, les premières villes, les premières cités. Et on a tout ça dans cette région-là. Et au centre, on a un trou noir où on ne sait rien. L'équipe franco-kurde dirigée par Jessica Giraud mène une vaste campagne de prospection.
Son travail a notamment permis d'identifier le site de Congra Serchia, sur les chaînes montagneuses du Zagros. Cette découverte permet de comprendre l'organisation des voies de communication aux confins de l'Empire assyrien. La localisation des sites est rendue possible grâce à un faisceau d'informations. Jessica Giraud étudie des images satellites qui proviennent du programme Corona de satellites espions américains. Leur objectif était de surveiller l'Union soviétique et ses alliés durant la guerre froide. Déclassifiées à partir de 1995, ces prises de vue militaires deviennent un outil de travail incontournable pour les archéologues. Jessica Giraud confronte ces images à la réalité du terrain et complète son analyse grâce aux connaissances des populations locales. J'avais entendu dire par les habitants de cette région qu'il y aurait sur la montagne d'Azus de nombreuses ruines faisant partie d'une ancienne citadelle. Je me suis donc rendu sur place plusieurs fois afin d'observer par moi-même, puis j'en ai informé la direction du patrimoine de Souleymanie. Pour être honnête, nous ne pouvions pas dater l'ancienneté de ces vestiges jusqu'en 2016. Jessica nous a permis de le faire grâce à la découverte de céramiques et nous avons pu identifier l'histoire de ces ruines et les dater. Le choix des tessons de céramique collectés lors des prospections ne s'effectue pas au hasard. Seuls sont sélectionnés les tessons diagnostiques, tels les bords, les anses ou les fonds de vase. Ce sont leurs formes et leurs décors qui permettent de dater les céramiques. De retour de mission, les tessons sont lavés et séchés avant d'être décrits et étudiés dans les moindres détails. La classification des tessons de céramique permet d'établir une typologie propre au Kurdistan. Sur le site de Congra Serchia, beaucoup sont des productions issues de la période parthe, qui débute vers 141 avant Jésus-Christ. Dans la région de Rania et de Peshdar, on trouve des céramiques qui proviennent du sud, mais qui sont mélangées à une céramique qui aurait des tendances plutôt iraniennes, mais aussi à des céramiques qui sont locales et qui prennent des influences de l'Est, du Nord, du Sud. Donc on est vraiment dans une zone où toutes les cultures s'interpénètrent, et c'est comme une pièce de puzzle qu'il manquait pour comprendre toute la dynamique historique de la Mésopotamie. Ce territoire où convergeaient tant d'influences conserve encore bien des mystères qui attirèrent dès le XIXe siècle les premiers archéologues. Les récits épiques de leurs aventures sont racontés dans des ouvrages conservés aujourd'hui dans les plus grandes bibliothèques. Ces premières expéditions correspondent à l'âge héroïque de l'archéologie orientale. Ces expéditions ont un caractère exploratoire à bien des égards, et elles sont le produit d'une époque qui est celle de la première révolution industrielle, du développement non seulement des bibliothèques, mais aussi des musées. Et des grands musées, en particulier comme le Louvre ou plus tard aussi le British, bien entendu. Et donc il s'agit essentiellement de faire tout un inventaire du monde. Et les Occidentaux sont à la recherche justement de grands mouvements exploratoires. Alors évidemment, ce genre d'exploration est dans la foulée de l'expédition d'Égypte qui s'est passée bien avant. Et dans la région qui nous concerne, c'est l'Empire ottoman qui domine à l'époque ce qu'on appelait, ou ce que les Occidentaux appellent la Mésopotamie. Et la présence d'un consul français ou d'un consul britannique dans ces régions-là a un sens extrêmement fort, parce qu'en fait, la question majeure sur le plan politique, c'était surtout le contrôle de la route des Indes. Lorsque Paul-Émile Botta est nommé en 1842 consul de France à Mossoul, il a déjà une longue expérience de voyage au Moyen-Orient. Paul-Émile Botta entame ses premières fouilles archéologiques sur la rive gauche du Tigre, à l'est de Mossoul, sur le site de Kuyunjik. Il cherche sous le tertre de sable qui surplombe le fleuve les ruines de Ninive, l'une des 3 capitales de l'Empire assyrien. Pour toute cette génération de savants et d'aventuriers, le but ultime était de retrouver cette mystérieuse cité du monde antique, mentionnée dans la Bible comme la rivale de Babylone. Paul-Émile Botta fait le récit de ses exploits à son correspondant, l'orientaliste Jules Moll. Monsieur, vous savez que depuis quelque temps, je fais faire des fouilles aux environs de Ninive, dans l'espoir d'y découvrir des restes de monuments ou des descriptions,
qui, en multipliant les moyens de comparaison, puissent aider à déchiffrer celles des écritures cunéiformes que l'on ne peut encore lire. Ces inscriptions en forme de clous, rapportées par les premières missions archéologiques, étaient une énigme pour les milieux académiques. Jusqu'au XIXe siècle, les signes cunéiformes restaient incompréhensibles, au point que l'on se demandait s'il s'agissait d'une véritable écriture. Les premiers déchiffrements ont été permis grâce à des inscriptions trilingues gravées sur des parois rocheuses iraniennes. On considère à présent l'écriture cunéiforme comme la plus ancienne écriture de l'humanité connue à ce jour. Son apparition date de 3200 ans avant Jésus-Christ. Devant le peu de résultats obtenus à Mossoul, Paul-Émile Botta se rend à Khorsabad, où un villageois lui aurait parlé de vestiges enfouis. Il y ouvre un premier chantier et découvre l'antique cité d'Ur-Sharoukine, édifiée par le roi néo-assyrien Sargon II de 717 à 706 avant Jésus-Christ. L'archéologue raconte avec jubilation l'instant des découvertes et fait représenter chaque élément décoratif par des dessinateurs de talent. C'est ainsi que la connaissance de l'Empire assyrien se propage dans toute l'Europe. Monsieur, je reviens de Khorsabad, toujours plus étonné de ma découverte. Malgré quelques interruptions, mes ouvriers ont remis au jour un grand nombre de bas-reliefs et d'inscriptions, sans que rien encore m'en fasse prévoir la fin ni deviner la disposition générale du monument. Par conséquent, pour comprendre ma description, vous serez obligé de suivre le plan que je vous envoie, et qui est à très peu près exact. La réussite des fouilles françaises à Khorsabad pousse alors un Anglais à tenter l'aventure ailleurs. Austin Henry Layard jette son dévolu sur les ruines de Nimroud, première capitale de l'Empire assyrien, au confluent du Tigre et du Grand Zab. En s'attaquant à ce monticule, Austin Henry Layard est lui aussi persuadé qu'il se trouve sur l'emplacement de l'antique Ninive, avant de comprendre qu'il met la main sur un énorme complexe architectural composé de plusieurs palais. Les résultats sont spectaculaires, comme en témoigne la description de l'archéologue anglais. Arrivant aux ruines, je descendis dans la tranchée récemment ouverte. Les manœuvres retirèrent la bâche qu'ils avaient hâtivement disposée, dévoilant une énorme tête humaine, sculptée dans un bloc d'albâtre. Ils en avaient dégagé le haut, et le reste était encore enfoui dans le sol. Je me rendis immédiatement compte de ce que cette tête devait être celle d'un lion ailé ou d'un taureau. L'archéologie orientale va prendre un nouveau tournant en la personne de Victor Place. Nommé consul de France à Mossoul, il prend la suite de Paul-Émile Botta à Khorsabad en 1852 et s'adjoint les services du photographe Gabriel Tranchant, qui l'accompagne pendant 3 longues années sur le chantier de fouilles. C'est au cours de cette mission que Victor Place met au jour les taureaux ailés de la partie est du palais de Khorsabad. Gabriel Tranchant immortalise l'une des grandes portes du palais surmontée d'un arc en briques émaillé et encadrée par d'imposantes figures sculptées. Les deux amis posent devant l'objectif. Les photographies révèlent le désir qui les anime de s'associer à jamais à leur découverte et de laisser une empreinte dans l'histoire. Mais Victor Place et Gabriel Tranchant ne savent pas encore que ces photographies seront les dernières traces des trésors exhumés. Le transport de certaines pièces parties en direction de l'Europe connut une issue tragique. Pendant toute la durée des fouilles et des transports, j'avais eu soin de laisser examiner les opérations par qui le voulait, afin de convaincre les plus incrédules qu'aucun des objets emportés n'était propre à exciter la convoitise. Néanmoins, le bruit que notre flotte était richement chargée persista. Les tribus campées sur la rive droite du châtel arabe contraignirent les conducteurs du convoi à aborder. À la suite des violences qu'exercèrent les pillards, la barque s'entr'ouvrit et coula à pic. Celles de mes sculptures que l'on voit aujourd'hui au Louvre sont les seules qui ont été sauvées avec ces 2 radeaux. Ces collections donnent naissance au musée assyrien du Louvre à Paris en 1847 et 4 ans plus tard, à la section assyrienne du British Museum à Londres. Ces nouvelles salles suscitent auprès de la société un engouement phénoménal. On expose pour la première fois les œuvres sculptées de la civilisation mésopotamienne, à laquelle on associe désormais des visages, des corps
des postures et des gestes. Évidemment, on a tout de suite été frappé par l'importance des représentations militaires. L'évocation de ces campagnes militaires était un passage obligé du règne de ces souverains qui ont laissé derrière eux des textes commémoratifs, qu'il s'agisse d'inscriptions royales sur des briques, qu'il s'agisse de prismes, qu'il s'agisse d'inscriptions sur les taureaux, et où ils égrènent, selon des modalités très différentes, les campagnes qu'ils ont menées. Parmi ces représentations, on peut voir des campagnes militaires menées par Sargon II. Ce roi conquérant mène une politique d'expansion sans précédent et crée un empire extrêmement puissant, allant de l'est de l'Iran et du sud de l'Anatolie aux rives du Golfe. Sargon innove. Il pratique massivement des opérations d'annexion, déporte les populations, élimine les élites locales, anéantit tout ce qui fait l'identité de l'adversaire et prélève les richesses qui financent sa politique. Marquée par les massacres et les pillages, la 8e campagne de Sargon II en 714 avant Jésus-Christ est un exemple célèbre de démesure et de cruauté. J'ai laissé le terrifiant cri de guerre de mes troupes résonner dans la ville de Moussasir, tel le tonnerre du dieu des tempêtes. Sa population, même les vieillards, hommes et femmes, ont grimpé sur le toit de leur maison en pleurant amèrement. Ce texte-là est magnifique parce qu'il explique en détail effectivement l'itinéraire suivi par Sargon, mais aussi les difficultés rencontrées par l'armée de Sargon II sur le terrain. Et ce terrain, il est de plus en plus connu puisque c'est le lieu où actuellement ont lieu des opérations d'exploration archéologique importantes, que ce soit côté iranien ou côté Kurdistan d'Irak. Aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard, les archéologues travaillent sur les traces de cette 8e campagne. Chaque indice est clair sur les modes de vie de cette cité, avant qu'elle n'ait été détruite par Sargon II. En 714 avant Jésus-Christ, Sargon a laissé son armée dans le nord-ouest de l'Iran, autour du lac Urmia. Et à la suite de cette campagne, qui n'était probablement pas une réussite, il a décidé de descendre depuis l'Iran à travers le Kelissin Pass, sur la route sur laquelle nous nous tenons. Il a attaqué le noyau de Moussasir en brûlant le temple de Haldi, dieu de Urartu, et a intégré Moussasir à l'Empire assyrien. Cette année, nous sommes venus et nous avons mis au jour une nouvelle pièce. Le bâtiment que nous regardons en ce moment est probablement une ferme isolée ou une ferme dans un village agricole le long de cette route. Je pense qu'on a une succession de niveaux de sol. On a une surface qui remonte jusqu'ici, une qui remonte ici, une ici, une autre là. Et ça, là-haut? Au départ, je pensais que ça faisait partie d'une strate de destruction qui passe au travers, mais demain, on enlèvera ces morceaux de pierre et on pourra voir quelle est précisément la nature de cette surface. Comme vous le savez tous, la Mésopotamie dans son ensemble est l'un des berceaux de la civilisation. Et depuis les pères fondateurs en 1840, les grandes villes de Mésopotamie ont été explorées. Après cela, il y a eu plus de recherches dans d'autres endroits. Mais le Kurdistan a été quelque peu négligé, sans raison particulière, si ce n'est que les explorations ne sont pas allées jusque-là. Ensuite sont arrivées les difficultés politiques à partir des années 1970, et il était impossible de travailler là-bas. Puis il y a eu 20 ans de guerre. Mais cette situation s'est presque inversée. Il est aujourd'hui plus sûr de travailler dans une grande partie du Kurdistan, tandis que dans la majeure partie de l'Irak, c'est impossible de travailler. Nous explorons donc vraiment cette région pour la toute première fois. La communauté scientifique estime que seulement 20% des sites archéologiques du Kurdistan sont répertoriés. Les différentes cartes qui les localisent datent des années 1940 et n'ont jamais pu être complétées par la suite. En particulier durant la dictature de Saddam Hussein qui opprima le peuple kurde et ferma les frontières du pays. L'urgence pour la communauté scientifique et le gouvernement kurde est de dresser une carte archéologique exhaustive. Elle consiste à repérer les traces d'occupation humaine et à définir leur évolution dans le temps. Des moyens performants de détection qui radiographient le sol en profondeur et des prospections intensives permettent d'identifier avec précision des sites enfouis dans le sol. Certains d'entre eux atteignent des dimensions si considérables qu'ils correspondent à des mégalopoles de plus de 100 000 habitants.
Des zones demeurent néanmoins inconnues. La guerre Irak-Iran a laissé derrière elle des terrains minés et donc impraticables. Pour y accéder, Jessica Giraud fait appel à une société française engagée dans la sauvegarde du patrimoine archéologique. Le procédé mis au point par la société Iconem permet, à partir de milliers de prises de vue, d'établir des relevés topographiques précis et visualisables en 3D. Sur la colline où on est, juste derrière, tout le pan est miné. Il y a un accès qui nous permettra d'aller au moins sur un de ceux qui sont les plus intéressants des bâtiments sur lesquels tu travailles. Et là, on va le faire avec le multicoptère pour vraiment avoir du détail. On va faire un vol, une sorte de coupole à peu près à 30-40 mètres. Les résultats obtenus par Philippe Barthélémy permettent la modélisation, pierre à pierre, du patrimoine menacé. Oui, je le vois. Le type d'image qui est sorti de ce relevé par drone nous permet en fait de faire de la modélisation spatiale et de retracer les anciens chemins, d'étudier la visualisation de chacun des bâtiments qui sont sur cette crête pour essayer de comprendre ce qu'ils regardaient, ce qu'ils contrôlaient. Et là, ce que je viens de voir, c'est qu'on découvre qu'il y a deux structures différentes qui n'ont pas l'air d'être construits et qui pourraient être des cratères de bombes parce que la zone a été bombardée. Ou alors, c'est des vestiges archéologiques qu'il faudrait analyser. Les images numériques ne suffisent pas à comprendre les modifications du paysage. Rien ne remplace une vérification sur le terrain, comme le fait Mathilde Murat. Elle travaille aux côtés de Jessica Giraud sur l'ancienne zone de front Irak-Iran exposée à de nombreux pillages et destructions militaires. L'approche scientifique des archéologues doit impérativement s'adapter aux conflits et aux périodes d'instabilité qui s'ensuivent. Alors au temps de Saddam, la base militaire était très importante et stratégique. Il y avait là-bas un pont qui permettait de contrôler l'entrée et la sortie de la base. C'était un pont essentiel. Ici, la base était aussi un aéroport militaire lors de la guerre contre l'Iran pendant les années 1980 et 1982. Ce qui veut dire que pour cette guerre, Saddam a mené les combats ici? Oui, c'est ça. Donc cela veut dire que sur la colline où il y a les objets archéologiques, Saddam a construit cette base? Non, elle existait avant Saddam. Alors si cette zone-là a été sélectionnée dans le gouvernorat de Souleymanié, c'est parce qu'elle est très proche de la frontière et qu'effectivement, déjà sur les images satellites, on commençait à voir qu'elle était particulièrement pillée. Effectivement, c'est une zone où les sites sont très visibles dans le paysage. Tous les villageois connaissent les sites parce que ce sont des tels et que ce sont des proéminences qui couvrent la plaine et l'accès facile au trafic par la frontière. Ces proéminences, évoquées par Mathilde Murat, jaillissent partout dans le paysage kurde. Ce sont des tels, des collines artificielles formées par les couches successives d'habitations humaines. Le nombre impressionnant de tels qui émergent sur tout le territoire kurde est la preuve la plus visible de l'immense richesse archéologique de la région et le signe d'un réseau urbain extrêmement dense. L'étude de ces tels permet de mieux comprendre l'apparition des premières villes de l'humanité. Chaque ensemble de couches d'occupation correspond à une époque. Plus on fouille le tel, plus on remonte le temps. On obtient en quelque sorte une coupe temporelle qui permet de saisir la succession par empilement des occupations. L'un des plus importants tels est celui d'Erbil, la capitale actuelle du Kurdistan irakien, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Sa citadelle est implantée au sommet du tel, à 30 mètres de hauteur de la ville basse. Du néolithique vers 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, le tel n'a jamais cessé d'être habité. Erbil est l'un des uniques témoignages connus à ce jour d'une habitation humaine ininterrompue depuis la préhistoire. La citadelle d'Erbil est bien connue comme étant l'une des plus anciennes villes dans le monde continuellement habitée.
Et nous savons ça, pas seulement grâce à l'archéologie, puisque les explorations viennent de débuter, mais surtout à partir des informations qui proviennent de textes écrits, particulièrement des textes cunéiformes. Ici, nous avons une attestation datant de 2300 ans avant Jésus-Christ. C'est un texte trouvé par la mission italienne à Ebla, dans l'ouest de la Syrie, qui mentionne des paiements en argent à des messagers qui sont envoyés à Erbil. Donc, à ce stade de nos recherches, nous savons non seulement qu'Erbil a existé, mais aussi que ça devait être une ville suffisamment importante pour que le roi d'Ebla y envoie des messagers. Et à partir de cette dernière année, sur la période néo-assyrienne, nous avons des centaines de textes cunéiformes de genres très différents, des inscriptions royales, des lettres, des textes administratifs, des prières, des rituels et d'autres documents qui nous présentent vraiment un large tableau de la vie à l'époque de cette ville ancienne. À l'époque néo-assyrienne, la ville était connue pour être une cité importante et une base militaire. Aujourd'hui, la ville moderne s'étend de manière concentrique à une vitesse exponentielle. Les nombreux vestiges enfouis dans son sol sont le plus souvent exhumés de manière fortuite, comme cette tombe assyrienne, découverte à l'occasion de travaux de construction et composée de 3 sarcophages, 8 squelettes et d'une collection de poteries. Ces traces du passé rappellent aux archéologues l'urgence de documenter l'histoire de la ville et d'alerter la communauté internationale sur l'existence de ce patrimoine archéologique plurimillénaire qui nécessite d'être étudié. Préservé de l'urbanisation, le site de Karchemamok, situé à 30 km au sud-ouest d'Erbil, offre une opportunité exceptionnelle aux archéologues de savoir comment et pourquoi les populations s'y sont implantées au fil du temps. Le site d'environ 70 hectares est constitué d'un tel haut de 20 mètres et d'une zone en contrebas. L'équipe française, dirigée par Olivier et Maria Grazia Rouault, a ouvert en parallèle 2 chantiers, l'un sur la ville basse et l'autre sur la ville haute. Là, jusqu'à là, il y est. Et c'est ici qu'on les perd. L'alluvion vient dessus. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir non seulement... Les archéologues font le choix de filmer tout le processus de fouille. Grâce à la vidéo, ils gardent une trace de l'apparition de chacune des strates du site. Là, à l'endroit où on voit cette section, par contre, le mur est très visible. Oui, au sol, là. Voilà. Oui, j'ai des images où on voit les marques. On les voit assez bien. La chose qui est importante à comprendre, c'est que la stratigraphie ne fonctionne pas comme une tarte à la crème dans laquelle on a un niveau des pâtes, et puis la crème, et puis la pâte, et puis le chocolat. Et il y a des périodes entières, par exemple, qui ne sont pas documentées du point de vue archéologique, enfin, au moins comme structure. Par exemple, on peut trouver de la céramique d'époque médio-assyrienne, mais ne pas voir là tout de suite la structure médio-assyrienne, les murs, les sols, etc. Donc l'interprétation dérive d'une vision, disons, d'ensemble de la fouille. Donc l'archéologie est toujours un travail, il n'y a rien de mathématique ni de cyclique, disons. Au contraire, nous étudions les différences, étudions les distances, les différences et les passages. Et donc il faut être très attentif à une série de facteurs. Il n'y a pas de séquence simple. Les tels restent des énigmes et gardent leur mystère, selon les mots de la célèbre romancière Agatha Christie. Avec son mari Max Mallowan, grande figure de l'archéologie orientale, elle a parcouru le Kurdistan et travaillé avec enthousiasme sur les chantiers de fouilles. Agatha Christie prenait des photos, les développait, étiquetait les objets trouvés. Nombre de ses romans policiers lui furent inspirés par ses expéditions lointaines. Faire des fouilles, c'est comme jouer à la roulette. Sur ces 70 tels remontant à la même époque, qui peut dire lequel d'entre eux révélera un bâtiment, des tablettes gravées ou un ensemble d'objets d'une quelconque valeur? La chance est le facteur prédominant. Combien de fois un site n'a-t-il pas été fouillé avec soin et vigilance, avec à la clé des résultats certes positifs, mais bien peu spectaculaires, alors qu'à une distance de quelques pieds,
On a fait une découverte unique au monde. Notre seule consolation est d'avoir toujours à l'esprit que quel que soit le tel choisi, nous sommes susceptibles de trouver quelque chose. Le hasard des fouilles permet encore des découvertes inattendues. Sous le tel de Satukala, situé à 70 km au sud-est d'Erbil, les recherches récentes de Cynthia Papy et de son équipe ont mis au jour une cité ensevelie datant de l'Antiquité. Nous avons commencé en 2010. Nous étions alors 2 ou 3 équipes de fouilles au Kurdistan. Et Satukala était en fait la première grande découverte. La découverte des tablettes a révolutionné les connaissances des scientifiques sur l'empire médio-assyrien. Elle a permis d'identifier une ville légendaire disparue, Idou, que l'on situait jusqu'alors dans le sud de l'Irak, près de l'Euphrate, et qui aurait prospéré entre 3300 ans et 2900 ans avant notre ère. Ces inscriptions furent l'une des premières preuves de l'existence d'Idou sur les sites de fouilles. Nous étions donc vraiment contents de trouver ce type d'objet. Les écritures nous informaient de la présence d'un palais et d'un roi nommé Baïlanou, fils d'un autre roi nommé Abizéri. Ils avaient édifié leur palais résidentiel et régnaient sur les terres entourant Idou. C'est comme si on avait une sorte d'image représentant l'ancien palais royal d'Idou. Ceci était une partie d'une décoration composite de plusieurs pièces représentant différentes scènes. Pas seulement le cheval avec l'homme qui le guide, mais aussi un personnage mythique, donc un personnage apotropaïque protégeant le palais. Et la population qui y vivait était une population multiculturelle, au vu des noms de ces rois. Ce qui nous indique qu'ils n'étaient ni assyriens, ni ouriens, mais qu'ils formaient une société hybride. Et cela est extrêmement important pour nos études. Depuis le début du chantier, les habitants ont étroitement collaboré avec les archéologues. Ces recherches sont pour eux un premier pas dans la quête de leur propre histoire. C'est grâce à leur contribution que les fouilles ont permis de révéler les vestiges de cette ancienne cité. Oui, c'est vrai. L'excavation, c'était un travail vraiment très difficile. Mais, en fin de compte, tout le monde était très content. Mon idée est qu'après le temps d'Idou, après l'époque assyrienne, la ville de Satukala s'est élargie dans la partie basse de la colline. Ce sera la prochaine étape de notre projet. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Regardez, j'ai trouvé ça. Ah, qu'est-ce que vous avez trouvé? Où ça? Là-bas, dans les champs. Elle était enfouie dans la terre. Bonjour. Entrez, bonjour, bonjour. Comment ça va? Je voulais vous montrer quelque chose. Où vous avez trouvé ça exactement? C'est mon fils qui l'a trouvé, en contrebas de la rivière. C'est une belle découverte. En plus, c'est très lisible. Ça, c'est le signe pour roi. Ici, c'est fils. Et ici, c'est le nom du père. Abizéri, roi de la terre de Idou. Le déchiffrement de nouvelles inscriptions cunéiformes confirme l'existence du royaume de Idou. Ici, les villageois continuent de vivre parmi les vestiges de leurs ancêtres. Mais aujourd'hui, l'équipe de Cynthia Papy ne peut poursuivre ses recherches tant que les 30 familles qui habitent le sommet du Tel ne seront pas relogées.
Malheureusement, la dernière crise économique a fortement affecté le gouvernement régional kurde. Et pour le moment, notre équipe scientifique attend que le gouvernement kurde trouve une solution pour ces 30 familles. Ensuite, nous serons heureux de reprendre notre travail, car il nous reste encore vraiment beaucoup à découvrir à Satukala. Cynthia Papi va devoir compter avec une autre difficulté. Les vestiges du site sont menacés depuis les années 1960 par une modification progressive du paysage. L'analyse des images satellites Corona permet d'en mesurer l'impact sur le patrimoine. Cette image satellite est très importante, car elle nous permet de constater que le site de Satukala devait être bien plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. L'image montre que la rivière a pratiquement érodé la moitié de la citadelle. Satukala n'est pas l'unique site en péril du Kurdistan. Le plus ancien aqueduc du monde est lui aussi menacé. 5 campagnes de fouilles menées par des archéologues américains entre 1920 et 1930 ont mis au jour l'aqueduc monumental de Gerwan. L'équipe italienne, dirigée par Daniele Morandi, reprend les recherches américaines sur cette impressionnante construction laissée à l'abandon et poursuit l'exploration de l'arrière-pays de Ninive. Jusqu'à maintenant, nous connaissions un grand nombre de capitales de l'Empire. Nimrud, Khorsabad, l'antique Dur-Sharrukin fondé par Sargon, ou Ninive, où le fils de Sargon, Sennachérib, porta et dirigea la capitale au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais nous ne connaissions rien du territoire, ni même de la façon dont s'était organisée l'implantation autour de la capitale, c'est-à-dire dans la campagne des capitales. Moi, Sennachérib, roi de l'univers et de la Syrie, je fis creuser un canal jusqu'à la plaine de Ninive. Je fis construire un aqueduc en blocs de pierre blanche, sur lequel je fis passer les eaux. Alors que Sargon est un conquérant, son fils Sennachérib est un bâtisseur. Dans le cadre de sa politique de grands travaux, entre 705 et 681 avant Jésus-Christ, le roi néo-assyrien fait construire ce vaste système de canaux. Les villes et les villages jouissent de cette eau, qui irrigue les cultures agricoles et favorise les ors de l'Empire. Ce gigantesque réseau d'aqueducs est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui alimente non seulement le palais de la capitale, Ninive, mais aussi toute la région. C'est un système de canaux d'une longueur de 240 km, construit à l'aide des premiers aqueducs en pierre de l'histoire, qui étaient antérieurs aux aqueducs romains d'environ 300 à 400 ans. Nous étudions cet énorme système de canalisation que ce souverain assyrien a réalisé pour irriguer la campagne de Ninive et en augmenter la productivité agricole. Et en amenant l'eau jusqu'à sa capitale, il a transformé la ville de 200 hectares en une métropole de 750 hectares. Notre mission étudie ce réseau de canaux, qui n'est pas seulement un énorme système d'irrigation, mais aussi un réseau de communication, car les canaux étaient utilisés comme voie d'eau, comme voie de communication pour le transport des marchandises, surtout celui de la production céréalière en provenance de l'arrière-pays de Ninive. Au cœur de cette ancienne région fertile, on peut encore lire les inscriptions que le roi Sennachérib a gravées sur les pierres de Gerwan. Ces signes de son pouvoir ont résisté à l'épreuve du temps.
La présence de briques inscrites, en particulier au nom des souverains, c'est un usage multimillénaire en Mésopotamie. C'est la tradition des rois bâtisseurs, tout simplement, qui remonte au 3e millénaire avant notre ère. Et Sennacherib marque de son empreinte, effectivement, l'ensemble de ces gigantesques ouvrages. L'une des particularités, c'est la présence non seulement de ces briques inscrites, mais aussi de reliefs rupestres qui jalonnent l'ensemble de ce programme territorial. Là encore, les reliefs rupestres ne sont pas une nouveauté, mais c'est l'intégration de l'ensemble, effectivement, qui fait de ce roi le maître du paysage. La construction des canaux de Sennacherib est associée à la présence de reliefs rupestres sculptés à même la roche. Ces reliefs célèbrent l'ouvrage édifié par Sennacherib. Ce relief est également extraordinaire, car outre le fait d'être le relief le mieux conservé, bien que naturellement 2700 ans d'exposition à la pluie, à l'érosion l'aient endommagé, il est toutefois le relief le plus imposant qui se trouve dans ce complexe de Kinis. Et il est chargé de significations symboliques de type religieux, politique, idéologique. Ces reliefs ne bénéficient d'aucune protection particulière. Leur exposition à ciel ouvert les soumet depuis près de 3 millénaires aux aléas des conditions climatiques et des actes de vandalisme. D'autres représentations sculptées, plus anciennes encore, datant de 4000 ans avant Jésus-Christ, sont menacées de disparaître. C'est le cas dans la grotte de Gunduk, située à une centaine de kilomètres au nord d'Erbil. Les membres de la mission polonaise, dirigée par Rafał Koliński, analysent l'art rupestre de cette grotte spectaculaire. Premier relief de l'humanité, il fut partiellement détruit en 1994 par des pilleurs. Grâce au relevé d'Austin Henry Layard, exécuté au XIXe siècle, il est désormais possible de reconstituer la scène entière. La création du monde par les dieux Nima et Enki occupe une place de choix dans la composition et permet de se représenter la cosmogonie mésopotamienne. L'ancienneté et l'exposition à l'air libre de ces vestiges précipite les archéologues dans une course contre la montre pour préserver ce patrimoine plurimillénaire en danger. Je trouve qu'avec le développement très rapide du Kurdistan ces dernières années, à l'image de la construction de nouvelles routes, de nouveaux logements, les sites dépériront ou ils seront détruits. Il faut élaborer rapidement une carte archéologique pour faire au moins un état des lieux. La carte archéologique se complète au fur et à mesure des découvertes. Le Kurdistan se révèle être la zone la plus dense en sites archéologiques de tout le Moyen-Orient. À Erbil, Rafał et Ksenia Koliński alertent le directeur du musée des Antiquités de la destruction des sites menacés par l'urbanisation croissante du pays. Et parce que c'est détruit par les extractions de gravier, nous y sommes allés avec certains de vos membres pour constater ce qui avait été préservé et collecter sur le site tout ce qu'il est encore possible de collecter. Pendant cette journée, il s'est avéré que 2 pièces ont été sauvées. Il s'agit de 2 bols de la période d'Uruk. Les propriétaires du terrain, ils ont vendu après avoir creusé 2 ou 3 mètres de terre qu'ils ont sortis. Et la terre, ils l'ont utilisée comme matériau pour des bâtiments, pour d'autres constructions. Et ça, c'est un vrai gros problème, parce que cette zone est très grande et que vous ne pouvez pas tout contrôler. Aujourd'hui, les archéologues font plusieurs métiers à la fois.
parce qu'ils sont confrontés à des problèmes sur place qui sont ceux de la gestion et de la protection aussi des sites archéologiques. On ne peut pas se contenter de venir fouiller avec un budget X ou Y, souvent très faible par rapport à ce que nos prédécesseurs ont pu avoir, et repartir comme des voleurs. Ça ne se fait pas, ça. Il y a un travail d'engagement réel qui se fait sur le terrain, et ça se matérialise par des coopérations de longue durée. Et des engagements qui permettent justement de gérer au mieux la fouille, mais aussi l'après-fouille, et la gestion des sites archéologiques, leur protection, et pour certains d'entre eux, leur mise en valeur pour le tourisme. C'est ce que fait notre mission, en élaborant un projet pour la création d'un parc archéologique qui permettra d'associer tous les éléments prodigieux de ce système hydraulique colossal à un gigantesque musée à ciel ouvert, et que nous désirons d'ailleurs intégrer dans les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est crucial de protéger ces richesses culturelles, ce patrimoine ainsi que la mémoire collective de l'Irak septentrional, de documenter pour conserver, pour protéger, pour mieux le gérer aussi, mais surtout pour sauver la mémoire de l'histoire d'un peuple qui est fait de tant de communautés, de tant de groupes ethniques, de tant de groupes religieux dont la mémoire mérite d'être sauvée. Car il est question d'un patrimoine collectif, celui de l'Irak, je dirais même de l'humanité tout entière. Si les assauts de Daesh mettent un frein à la quête des archéologues et de tout un peuple, la dynamique de reconstruction est bel et bien en marche. Le travail de Karel Novacek sur le terrain, lorsqu'il est accessible, ou avec l'aide des images satellites, lorsque le terrain est jugé trop dangereux, permet de mesurer l'ampleur des destructions commises par Daesh. Ce travail d'expertise mené par l'équipe tchèque sous l'égide du gouvernement kurde permettra par la suite d'envisager la reconstruction des bâtiments détruits. Notre projet, l'architecture menacée de Mossoul, est en fait une réponse spontanée aux événements qui ont frappé Mossoul peu de temps après que l'État islamique ait occupé la ville. Lorsque le 20 juin, soit seulement 10 jours après l'occupation de la ville, le premier bâtiment historique a été rasé, c'était comme un mauvais présage de la vague de destruction qui allait suivre. Et bien évidemment, ce fut une certaine impulsion pour nous, pour que nous accélérions notre travail sur la documentation consacrée à l'architecture de Mossoul. Nous voulions essayer de rassembler le maximum d'informations, non seulement concernant ces destructions, mais également concernant les monuments qui ont déjà été détruits. Cette base de données est projetée sur une carte satellite qui est aujourd'hui librement accessible sur Internet. Il est possible que ces monuments soient reconstruits après la libération de Mossoul, et nous espérons que nos données pourront servir à reconstruire de manière authentique cette ville. La complémentarité des compétences entre les équipes internationales et locales participe au sauvetage du patrimoine kurde. Les équipes étrangères coopèrent systématiquement avec les chercheurs kurdes pour former la nouvelle génération aux techniques de fouille et de conservation de leur héritage. Vous voyez ici, il y a peut-être une petite décoration. Donc prenez-en soin et commencez très doucement. Cette collaboration entre tous les archéologues est très importante, essentielle pour nos équipes kurdes, particulièrement parce que certains aspects de l'histoire du Kurdistan ont disparu. Ils ont été cachés par les colonisateurs. Des colonisateurs qui ne voulaient pas que l'histoire de cette région soit révélée au monde.
Hassan Ahmad Kassim, le directeur des antiquités du gouvernorat et du musée de Dohuk, participe activement à la valorisation du patrimoine kurde. Là, ce sont des traces anciennes de la civilisation que nous avons découvertes ici et que nous conservons, comme cette tablette. Vieille de 3000 ans, elle est recouverte d'écritures d'ordre politique, juridique, commercial. Les musées des capitales régionales ont à cœur de conserver sur place leur patrimoine et de permettre à la population kurde de connaître l'histoire de ses ancêtres. Les actes barbares de Daesh ont une grande influence sur l'archéologie. Et cela n'est pas seulement vrai au Kurdistan ou en Irak, mais dans le monde entier. Ils ont bouleversé la conscience de tous les êtres humains en s'attaquant aux antiquités. C'était un acte irresponsable contre l'humanité et la civilisation. Bien qu'ardemment défendu par les combattants kurdes, le territoire porte en lui les traces des récents conflits, tel ce cimetière de Yézidis, qui pratique l'une des religions les plus anciennes au monde. Daesh a détruit ces temples le 7 août 2014, après qu'il ait pris le contrôle de cette zone. Vous avez trouvé ces reliques placées comme ça ou vous les avez ramassées? C'est nous qui les avons redressées et replacées un peu partout. Quand les combattants de Daesh sont arrivés, ils ont détruit nos temples. Pour notre peuple, c'est une perte immense. Moi, personnellement, je n'ai pas pris les armes pour faire la guerre. Mon arme, c'est la protection de l'héritage culturel de l'humanité. De même qu'au XIXe siècle, l'aventure archéologique avait joué un rôle historique en Europe, les équipes internationales engagées dans la sauvegarde du patrimoine jouent un rôle majeur dans la construction de l'identité kurde. Aujourd'hui, le Kurdistan est la pièce maîtresse de l'archéologie orientale. Son histoire, qui s'écrit sous nos yeux, est celle de l'humanité tout entière.